Vous écoutez le RTM, il est 13 heures. Le journal Siaka Konaté. Mali Actualité, deuxième édition, le titre. Valoriser le coton et mener les activités artisanales sans polluer l'environnement, telle est la vision des organisateurs de la Semaine de la mode responsable, dont la première édition vient d'être lancée par les ministres en charge de la culture et de l'artisanat. Des canaris, calebasses, écorces d'arbres, noix de cola, plumes déposées sur les routes ou au niveau des carrefours, cela est fréquent à Bamako. Pourquoi jeter ces objets rituels sur nos routes? Réponse à cette question dans les grands formats du lundi. Les Rwandais votent aujourd'hui pour choisir leur nouveau président par 3 candidats, dont le président sortant Paul Kagame, qui est le grand favori du scrutin. Un attentat terroriste fait 9 morts et 20 blessés en Somalie. Le président américain Joe Biden appelle au calme après l'attentat qui a visé son rival républicain Donald Trump. Sport basketball, le Mali perd face à l'Italie lors de sa deuxième sortie à la Coupe du Monde des filles U17. En football, c'est l'épilogue de l'Euro et de la Copa América 2024 avec les sacres respectivement de l'Espagne et de l'Argentine. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition mise en onde par Bintou Traoré et mise en ligne par Sekou Traoré. Le ministre en charge de l'artisanat et de la culture vient de lancer les activités de la première édition de la Semaine de la mode responsable qui se tient au Musée national. C'est une initiative de la coopérative La Bioéthique visant à valoriser les cotons et recycler les tissus à base de matières de seconde main tout en protégeant l'environnement. Dénommée de fil en aiguille, cette édition est placée sous la houlette de la styliste designer Mariam Bokoum. C'est ce que nous dit Ibrahim Kaou Konati. Les industries culturelles et créatives regroupant les secteurs de la mode et du design sont un important levier de développement dans notre pays. D'où l'organisation de cette semaine d'activités autour de la valorisation du coton et du recyclage des tissus à base des matières de seconde main. Maria Bokoum, présidente La Bioéthique, initiatrice. La Bioéthique est une coopérative composée de stylistes et d'artisans textiles orientés vers la mode éthique et éco-responsable. Alors cette semaine, en fait, c'est pour inciter les consommateurs et les créateurs à aller vers une mode plus durable, une mode qui ne pollue pas notre environnement. Vous savez, la mode, le secteur de la mode, c'est la deuxième industrie qui pollue le plus la planète. Et donc pour minimiser cela, on s'est dit que si on arrivait à utiliser de la teinture naturelle, à pratiquer l'art de l'upcycling et autres, on pourrait minimiser les dégâts. Ali Daou, chargé de programme culturel UNESCO. Je voudrais féliciter et remercier sincèrement Madame la Présidente d'éthique, Labo Bioéthique, dénommée de fil en aiguille, et son équipe pour la pertinence de cette initiative qui cadre parfaitement avec le mandat de l'UNESCO. Pour cette première édition, c'est la styliste internationale Ina Moudia qui a été désignée comme ambassadrice de la Semaine de la mode responsable. L'occasion est mise à profit par les organisateurs de mettre en évidence le lien entre la nature et la culture. Andogoli Guindo, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. La mode responsable. Je voudrais saluer l'inspiration qui a été celle des organisateurs de cette exposition. Parce qu'à travers le thème transparaissent ces liens intimes entre la nature et la culture. La culture puise beaucoup, sinon tout, dans la nature. Transformer le coton, faire du textile, faire de l'habillement, faire de la mode sans trop abuser de la nature, de l'environnement. Telle est la religion que s'est fait bioéthique.
Pendant une semaine, des panels de discussion sur les enjeux et les perspectives de la mode responsable, des ateliers de formation et l'exposition-vente sont au programme. Projection samedi dernier dans la salle de cinéma Babemba du film algéro-italien La bataille d'Alger, une projection qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Sorti en 1966, ce film nous fait revivre la guerre d'indépendance d'Algérie menée par le Front de libération nationale contre les colonisateurs français entre 1954 et 1957. Agibé Koulibaly a suivi la projection pour nous. Le Front de libération nationale engage une action pour extirper tous ces fléaux et appelle toute la population à l'aider par son concours, car c'est une condition première pour obtenir l'indépendance. C'est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que le cinéma Bameba a accueilli la projection du film La bataille d'Alger. Il s'agit d'une reconstitution de la vraie bataille d'Alger de 1957 à l'occasion du soulèvement de la population algérienne musulmane menée par le Front de libération nationale contre le pouvoir colonial français et de la tentative du détachement parachutiste de l'armée française de pacifier le secteur. Abdellatif Gua, chargé d'affaires de l'ambassade d'Algérie au Mali. La projection de ce film qui met en lumière une étape charnière de l'histoire contemporaine de notre peuple héros fait partie des activités organisées par l'ambassade d'Algérie au Mali tout au long du mois de juillet pour commémorer la fête de l'indépendance nationale. Le but est de rendre hommage à nos martyrs qui ont sacrifié leur vie sur l'autel de la liberté pour que nous puissions aujourd'hui, Algériennes et Algériens, vivre libres, indépendants et souverains sur la terre de nos ancêtres. Le film retrace principalement l'histoire d'Ali Lapointe-Lo, de la bataille d'Alger et de la lutte pour le contrôle du quartier de la Gazba d'Alger entre les militants du Front de libération nationale et les parachutistes français de la 10e DP pendant la guerre d'Alger. Le cinéma est un vecteur puissant de culture et de rapprochement des peuples. C'est la conviction affichée par les cinéphiles. Maître Harouna Mamadou Touré, ancien ministre de la Communication. C'est un film qui nous a plongé dans l'histoire récente de l'Algérie, mais également de l'Afrique, la bataille des indépendances. Et nous, les Africains, nous devrions faire tout pour préserver cette liberté et cette indépendance. Et si elle n'est pas totalement acquise, il nous faut encore aller à sa conquête, par tous les moyens possibles et imaginables, mais ensemble. Dr Abdoulaye Amadoussi, ancien ministre, président de l'amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali. Ça nous a amené à nous remémorer des actions du héroïque peuple algérien qui a lutté férocement pour son indépendance. Le Mali a participé, le peuple malien a participé et a souffert le martyre de cette même lutte. Car la région de Gao, qui regroupait à l'époque l'actuelle région de Gao, de Tombouctou, de Menaka, de Kidal, c'était le nid de la 4e wilaya qui était commandée par le colonel Ouari Boumediene. C'est elle qui a quitté Gao et qui est partie prendre le pouvoir en Algérie. Ce film, La bataille d'Alger, a été nominé 3 fois aux Oscars et a été récompensé par le Lion d'Or à la Mostra de Venise en 1966. Un mot de santé dans cette édition, consultation médicale gratuite, remise de dons aux couches défavorisées, ont marqué la 3e édition de la journée de la blouse blanche organisée par l'association Santé Plus de la commune 4 du district de Bamako. Les organisateurs ont débattu des 2 pathologies, le diabète et l'hépatite virale. Plus de détails avec Suleiman Sidibé. L'association Santé Plus de la commune 4 respecte la tradition en apportant une assistance médicale aux populations de la dite commune. Après des éditions, voici la 3e avec en toile de fond des consultations gratuites et des dons à non-vivre. L'édition 2024 a mis l'accent sur le diabète et l'hépatite virale, des groupes de maladies qui font des milliers de morts chaque année dans le monde et au Mali. Suleiman Sangaré, secrétaire général de l'association Santé Plus. Et cette année, le choix s'est porté sur l'importance de la prévention de l'hépatite virale pour réduire sa prévalence
et ses complications à long terme au Mali. Dr Abdou Razak Touré, médecin-chef du CCRF de la commune 4. L'initiative, elle est salutaire. Elle est salutaire pourquoi? Parce qu'elle cadre en réalité avec la politique nationale de santé d'une part, mais aussi avec le programme de développement socio-sanitaire. L'appel que j'ai à l'endroit de ces populations, d'abord, c'est de les inviter à venir faire ces dépistages-là, mais aussi je les invite à faire ces dépistages même en dehors de ces types d'activités. La Direction générale de la santé accompagne les étudiants dans cette initiative qui appuie les efforts des autorités dans la lutte contre ces deux pathologies. Dr Kalfa Keita, directeur général adjoint de la santé et de l'hygiène publique, parrain. Par rapport à l'hépatite B, les autorités en ont fait une priorité et cette priorité nous a conduit à mettre en place un programme vertical dirigé contre la lutte contre cette maladie hépatite B. Par rapport au diabète, nous avons maintenant un plan stratégique au niveau national pour lutter efficacement contre cette maladie. L'association a remis un don composé de non-vivres à l'orphelinat Niamber de Sébenikourou. Santé Plus est une association des élèves et étudiants en sciences de santé créée en 2003. À l'étranger, on vote aujourd'hui pour les élections présidentielles et législatives au Rwanda. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 5h GMT, soit 7h heure locale. 9 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour choisir leur nouveau président par 3 candidats, dont le président sortant Paul Kagame au pouvoir depuis 2000, qui brigue un 4e mandat. Il est le grand favori car il a en face de lui 2 candidats qui ne pèsent pas lourd sur la scène politique nationale. Les électeurs doivent également choisir leurs députés, les députés de leur future Assemblée nationale. On s'attend à une forte participation car on constatait dans la matinée des longues files devant les bureaux de vote. La Somalie, endeuillée par un attentat terroriste, 9 personnes ont été tuées et 20 autres blessées hier à Mogadiscio dans l'explosion d'une voiture piégée devant un café bondé en raison de la retransmission de la finale de l'Euro 2024. Selon les sources sécuritaires, 5 personnes sont mortes à l'extérieur du bâtiment et 4 autres à l'intérieur du restaurant. Les autorités ont attribué cette attaque au Shebab. La police kenyane a annoncé avoir arrêté aujourd'hui un tueur en série. Il s'agit de Collins Jumaisi Kalusha qui a avoué avoir attiré et tué 49 femmes. Il a disposé le corps de ses victimes sur le site d'une décharge. Pour le moment, une dizaine de corps ont été découverts dans la décharge de la capitale Nairobi. L'assassin a été arrêté devant un établissement où il était venu assister à la finale du championnat d'Europe de football qui opposait hier soir l'Espagne à l'Angleterre. États-Unis, le président Joe Biden a appelé hier ses compatriotes à faire baisser la température au lendemain de la tentative d'assassinat contre l'ancien président Donald Trump, son rival les républicains. La politique n'est pas un champ de bataille meurtrier et la violence ne doit pas devenir quelque chose de normal, a affirmé le président des États-Unis qui a ordonné une enquête indépendante. Donald Trump a lui aussi appelé à l'apaisement. Il doit participer aujourd'hui à la convention républicaine à Milwaukee, dans le Wisconsin, qui le désignera officiellement comme le candidat du Parti républicain à la présidentielle de novembre prochain. La Chine et la Russie ont commencé aujourd'hui des exercices navals conjoints dans le port chinois de Zhangyang. Nommé Interaction maritime 2024, il consiste en une phase pratique de 3 jours durant laquelle sont prévues des manœuvres conjointes de défense anti-aérienne ainsi que des luttes anti-sous-marines. Et retour à l'actualité nationale pour parler du grand format de cette édition. Ici à Bamako, il est fréquent de voir des écorces d'arbres, des noix de cola et plumes déposées sur la route ou au niveau d'un carrefour. Parfois, ce sont des calebasses et des marmites remplies de lait ou de céréales que l'on retrouve au beau milieu des chaussées. Autant de sacrifices rituels dont bon nombre de nos compatriotes sont des adeptes. Ces objets jetés portent non seulement un impact sur notre environnement, mais aussi peuvent provoquer des accidents. Nous avons voulu en savoir plus sur les raisons profondes de ces pratiques qui prennent de l'ampleur dans la capitale. C'est le grand format de ce lundi en rediffusion signé Bourama Traoré. C'est une route très fréquentée qui mène dans un quartier populaire de Bamako. Le tronçon est devenu célèbre à cause d'un phénomène de plus en plus visible et auquel les riverains sont habitués. Difficile de parcourir cette route sans tomber sur un sacrifice rituel, comme témoigne ces riverains. Le fait de voir ça sur la route, ça salit, ça se transporte
dans les maisons des gens. Ça cause des problèmes pour ça. Mais personne ne se plaint. Que faire? C'est le Mali. C'est un phénomène qui fait partie désormais du quotidien des Bamakois. Au niveau des carrefours, sur les grandes artères, les mêmes décors se présentent aux passants. Les écorces aux feuilles d'arbres, des œufs, des noix de cola ou encore des marmites en banco envahissent ces lieux publics. Brema Eli Diko est sociologue. Pour lui, les raisons de ces pratiques sacrificielles sont multiples. Dans la recherche d'emploi, dans la recherche des opportunités, les gens vont consulter donc ceux qui sont versés dans l'art divinatoire et ces personnes-là les suggèrent des sacrifices. Ces sacrifices peuvent porter sur des décoctions des plantes avec lesquelles on va se laver. Donc on espère qu'en se lavant avec cette décoction et ensuite en les jetant sur la route, que cela permet donc de purifier le corps et de faire en sorte que l'individu ait plus de chances qu'il n'avait par le passé. Alors pour d'autres, c'est plutôt des gens qui traversent des problèmes de couple. L'endroit le plus convoité par les adeptes de ces sacrifices rituels est le beau milieu des chaussées ou les intersections pour déposer leurs offrandes. Le choix de ces lieux qualifiés de stratégiques par les pratiquants n'est pas fortuit, comme nous explique le sociologue Brema Eli Diko. Une intersection, c'est d'avoir un croisement de plusieurs personnes. Donc des personnes qui portent à la fois la poisse, mais aussi les personnes qui sont riches, et en tout cas des gens de tout type. Et donc selon ceux qui sont versés dans les sciences occultes, lorsque on dépose un sacrifice, que ce soit des noix de cola ou des décoctions de plantes ou des résidus de ceci ou de cela ou même de la monnaie, cela permet justement aux passants de porter chacun un peu le fardeau de la personne et que plus vous trouvez une bonne intersection, plus vous avez la chance de voir plusieurs personnes en fait sauter en tout cas ou passer à côté des sacrifices qu'on y dépose. Même si le nombre des adeptes de sacrifices rituels reste méconnu, le constat est tout de même saisissant. Beaucoup de nos compatriotes sont de plus en plus enclins à ces croyances mystiques. Ousmane Diarra est un spécialiste en droit islamique. Pour lui, la position de l'islam sur la question est sans ambiguïté. L'islam nous enseigne que parmi les éléments qui peuvent permettre aux musulmans de créer entre lui le bouclier et certaines mauvaises choses, il y a l'invocation et le sacrifice. Maintenant, le sacrifice, c'est quelque chose que tu dois donner à une nécessité. Tu dois donner à quelqu'un qui est en besoin, afin de l'aider. Maintenant, quand on part déposer quelque chose sur la route, en disant que c'est des sacrifices, la route n'a pas besoin de cela. L'Église aussi n'encourage pas les pratiques sacrificielles. L'abbé Timothée Diallo est curé de la paroisse Sainte-Monique à Bamako. Selon lui, la messe reste la seule et la meilleure réponse aux préoccupations de l'homme. Au niveau de la religion chrétienne, le vrai sacrifice pour nous, c'est la messe, c'est le sacrifice du Christ. Avec la messe que nous pouvons avoir la grâce de Dieu et pouvoir avoir la réponse à tous nos besoins. Parmi les adeptes des sacrifices rituels, cette dame d'une quarantaine d'années qui a voulu garder l'anonymat, elle s'adonnait fortement à ces pratiques pour la résolution de ses problèmes. Mais aujourd'hui, elle a complètement arrêté et pour cause. Ce n'est pas une bonne chose et je pense que c'est un manque de croyance en Dieu. Même ceux qui te demandent de faire ces sacrifices rituels ne sont pas convaincus de leur efficacité. Les sacrifices rituels portent un coup dur à notre cadre de vie, mais pas seulement. Le phénomène a aussi un impact sur la sécurité des usagers. Les explications de Brema Eli Diko, sociologue. L'autre problème, c'est que ça peut provoquer des accidents parce qu'il y a des gens qui pensent que lorsqu'ils passent à côté ou bien qu'ils montent dessus, que ça va leur faire porter la poisse. Donc, ils essaient d'éviter. Donc, en essayant d'éviter, s'il y a quelqu'un qui vient dans le sens contraire, ça peut provoquer des accidents aussi. La liberté religieuse est bien une réalité au Mali. Toutefois, doit-on continuer à jeter les objets de sacrifice sur nos routes ou encore au niveau des carrefours? Certainement non. Comme dit un adage, votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ce générique annonce la page sport présentée en direct par Fontiki Tungara. Fontiki, bonjour. Bonjour Chaka Konaté, bonjour à tous. Basketball, la Coupe du Monde des moins de 17 ans filles, Mexique 2024. Le Mali a perdu contre l'Italie. Oui, défaite 51-85 des Maliennes au compte de la 10e journée du groupe B des FIBA Monde U17 filles
2024 au Mexique. Le Mali a perdu hier soir contre l'Italie. Dans l'autre match de ce groupe B, la Nouvelle-Zélande s'est imposée face au Mexique 98-81. Autre résultat enregistré au compte de cette deuxième journée la nuit d'hier. Dans le groupe C, la Croatie a perdu contre l'Australie 87-96. Les États-Unis ont disposé du Porto Rico 121-36. Dans le groupe D, la France a dominé l'Égypte 98-52. Le Canada a disposé du Taipei 112-59. Dans le groupe A, la Finlande s'est inclinée devant l'Espagne 35-71. L'Argentine s'est inclinée devant le Japon 44-81. Au compte de la troisième et dernière journée du groupe, le Mali affrontera la Nouvelle-Zélande demain mardi à partir de 21h30 temps universel. Je rappelle qu'au compte de la première journée, tôt dimanche matin, le Mali a battu le Mexique par le score de 62-61. Football Euro 2024 en Allemagne, l'Espagne rapporte les trophées. Oui, l'Espagne est championne, sacrée championne d'Europe de football en finale de l'Euro 2024. Hier, en Allemagne, l'Espagne a battu l'Angleterre par le score de 2-1. Solide lors de la première mi-temps et nettement déçu au retour des vestiaires, la Roi a été logiquement récompensée avec l'ouverture du score à la 47e minute de jeu par Nico Williams sur une passe lumineuse de Lamine Yamal. Un gros coup dur pour l'Angleterre qui voit les vagues rouges se déferler. Olmo, Morata et encore Nico Williams ont été successivement proches donc de faire le break avant l'heure de jeu. Un deuxième but qui aurait pu venir du pied gauche de Yamal, mais Pickford sauve les Anglais qui plient sans pourtant rompre sous l'intense pression espagnole. Au bord de la rupture, l'Angleterre laisse passer l'ouvrage et égalise à la 73e minute de jeu par Cole Palmer. À peine entré en jeu, il profite d'une belle remise de Jude Bellingham pour crucifier d'un plat de pied parfait Unai Simon, le gardien de but espagnol. Un but contre le cours du jeu qui relance les Anglais poussés par leur public. Mais très forte, l'Espagne reprend l'avantage au score à la 86e minute de jeu par Mikel Oyarzabal. Après un nouvel arrêt de Pickford, le gardien anglais devant Yamal, il se jette sur un caviar de Marc Cucurella pour remettre sur orbite la Roi, sauvé par Unai Simon et Dani Olmo. Un but qui se fait finalement au bonheur de l'Espagne, championne d'Europe de football pour la 4e fois de son histoire après 1964, 2008 et 2012 et devient du coup les pays les plus titrés de la compétition devant l'Allemagne avec 3 trophées, la France et l'Italie 2 trophées et 6 autres pays avec chacun un trophée. Comme quoi la jeunesse d'une équipe ne saurait être synonyme de handicap ou de faiblesse et ne pourra jamais suffire pour justifier les carences d'un coaching défaillant. Il faut juste tirer le meilleur profit de chacun. On va également ajouter que la malédiction se poursuit pour l'Angleterre qui perd ainsi pour la deuxième fois d'affilée la finale de l'Euro après l'édition 2020 jouée en 2021 et perdue contre l'Italie. Copa América 2024 aux États-Unis, la compétition a connu son épilogue hier. Oui, l'Argentine s'adjuge le trophée de la Copa América en finale disputée hier soir ou tôt ce matin. L'Argentine a battu la Colombie par le score d'1-0, but inscrit dans les prolongations à la 112e minute de jeu par Lautaro Martinez. Alors, avec ce sacre, l'Albiceleste est entré dans l'histoire. L'Argentine devient la première nation du continent américain à remporter d'affilée 3 tournois majeurs après la Copa América 2021 et le Mondial 2022. La seule équipe à avoir jusque-là réussi cet exploit est l'Espagne, sacrée championne du monde en 2010 en Afrique du Sud, entre ses 2 titres de champion d'Europe 2008 et 2012. Avec ses 16e trophées en Copa América, l'Argentine devient le pays le plus titré dans cette compétition devant l'Uruguay, 15 titres. Merci Fotiki Tungara pour cette page sport bien fournie. Une page qui met fin à cette édition présentée par Siara Konaté avec la réalisation Ousmane Dao. La mise en onde est assurée par Bindou Traoré. La mise en ligne par Ségou Traoré. Restez à l'écoute pour pouvoir suivre les avis et communiquer en français et bamana avec Assita Tangara. Merci d'avoir suivi la présente édition et bonne écoute radiophonique.